Bonjour, bienvenue sur Donut and Human, la chaîne YouTube qui donne la parole aux acteurs business du changement positif. Je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Christian de Boisredon. Bonjour Christian. Bonjour. Christian a fait rêver toute une génération, la mienne. En 1998, alors qu'il n'avait que 24 ans, il a entrepris le tour du monde de l'espérance. Avec deux copains. Avec deux copains, Nicolas de Fougeroux et Loïc de Rosambeau, ouais. C'est ça. Et vous êtes partis à la rencontre des gens qui font avancer le monde. Alors, je me souviens d'avoir suivi vos aventures. C'était pas mal médiatisé à l'époque. Et puis surtout, d'avoir lu ce livre, qui est vintage. Hein, je l'ai gardé. Les post-it, je les ai mis là pour préparer cette émission. Mais le livre, je l'ai depuis cette époque-là. Et ce projet, il était important parce que c'était la première fois qu'il y avait un tour du monde à thème comme ça. Avec une thématique aussi engagé, forte. Engagée, exactement. Et il y a eu d'autres tours du monde après, derrière, qui ont été aussi fascinants. Je me souviens de 80 hommes pour Tout à fait, ouais. On a eu pas mal de gens qui nous ont demandé, voilà, est-ce qu'on peut prendre la suite? On dit bah oui, et d'ailleurs certains qui ont fait encore mieux que nous. Oui. Alors bon, ce livre, donc je vous le montre là, si vous arrivez à le trouver, bravo, je peux vous le prêter, demandez-moi. Bon, il existe en plusieurs langues. Oui, il a été traduit dans combien de langues? Dans 7 langues, oui. Et il y a eu des générations et des générations de jeunes qui en sont partis, ça a généré. Et en fait, j'avais demandé un jour à une journaliste de faire un reportage sur les tours du monde engagés dans le monde entier. Et en fait, elle était revenue en me disant, mais en fait, c'est un phénomène très français. Et voilà, effectivement, c'est assez marrant. Ok. Et alors, donc, j'imagine que c'est ce tour du monde qui a enclenché et tracé ta route de pionnier du mouvement de journalisme de solutions. En fait, surtout, alors c'était quelque chose qui, avec Loïc et Nicolas, on en avait ras-le-bol d'entendre que des catastrophes dans les médias, alors qu'on avait... déjà à l'époque. Voilà, j'ai un frère qui avait créé la première banque de microcrédit au Chili et qui avait eu cette idée avec un de ses copains, parce qu'ils avaient vu un article qui parlait de Mohamed Younous, qui avait inventé le microcrédit au Bangladesh, qui avait eu beaucoup d'impact. Et il s'est dit, mais si ça marche au Bangladesh, pourquoi pas le créer au Chili? Et donc, c'est un article qui l'a inspiré pour créer ce projet. Donc, je suis allé à 14 ans, 18 ans, j'ai passé mon été là-bas. Avec ton frère, voilà, dans les bidonvilles. C'était un stage découverte. Ils sont cool, tes parents? Oui, j'ai des parents géniaux. Ou inconscients. Stage de découverte dans les bidonvilles, c'est assez unique quand même. Et avec ton frère comme chaperon? Exactement. Et puis, tous les matins, j'allais prendre mon petit croissant. Enfin, je ne faisais pas de donuts, malheureusement, mais chez Maria Gomez, qui avait 62 ans, qui avait créé sa petite boulangerie grâce à un micro-prêt de la banque de microcrédit de mon frère. Et en fait, surtout, ce que je voulais dire, c'est que j'avais vécu cette expérience-là. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus souvent de ça et d'autres? Et donc, on est parti faire un tour du monde à la rencontre des initiatives qui changent le monde. Et ce qui a été en fait déterminant, c'est que quand on est rentré, on a fait un livre qui est devenu un best-seller, ce qui n'était pas du tout prévu. Et je me suis dit, si ça intéresse les gens, pourquoi les médias disent tout le temps qu'il n'y a que les catastrophes qui font vendre, etc. Et là, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une idée reçue à craquer, à changer? Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'engager. D'accord. Moi, j'ai une question pour toi avant d'aller plus loin. Rudyard Kipling a écrit « Les voyages forment la jeunesse ». Moi, c'est comme ça que j'ai élevé mes enfants, ouverts sur le monde, aller à la rencontre des autres. Est-ce que c'est toujours possible avec justement tous les problèmes toutes les questions qu'on se pose sur la manière de voyager aujourd'hui, de prendre l'avion? Bon, vous l'avez fait en voiture. Est-ce que tu penses que c'est toujours hyper important que les jeunes se rencontrent, qu'ils aillent, qu'ils voyagent, qu'ils ouvrent les frontières, ou est-ce qu'il faut le faire autrement? Les voyages, on peut faire des voyages partout. Moi, j'ai commencé justement avant le tour du monde. Je me suis dit, avant d'aller voir le tour du monde, il faut que j'aille voir ce qui se passe autour de moi. Je suis plutôt favorisé. Donc, j'ai fait mon service ville avec des jeunes des banlieues pour essayer de comprendre pourquoi à l'époque les voitures brûlaient déjà, etc. Donc ça a été une expérience très forte et ça a été sans doute un voyage encore plus formateur peut-être que le tour du monde. Puis ensuite, le tour du monde, on peut le faire à pied, en train. Enfin, ce qu'il faut savoir du temps. Et en fait, on dit, avec les avions, il faut moins voyager. En fait, c'est pas forcément qu'il faut moins voyager, c'est qu'il faut se donner plus de temps. On peut se donner 3 mois. En fait, passer d'un pays à l'autre, ça prend une journée, en fait, en train. Exact. Oui. Et le voyage d'une journée, moi, je me souviens, le trajet de 40 heures en train de Shanghai à Hanoï, c'était extraordinaire comme le voyage aventure. Plutôt que la destination, voilà, déjà, tout ce qu'on peut vivre. Voilà, donc en fait, c'est juste qu'il faut changer notre façon de voyager.
Et c'est comme dans les entreprises. Souvent, je dis, l'idée, c'est pas forcément que vous arrêtiez, mais plutôt que d'aller 4 fois dans tel pays pour voir vos équipes, faites-le une fois dans l'année, mais au lieu de prendre 1 jour ou 2 jours, vous faites une semaine, vous le préparez bien en amont, vous en profitez, vous serez moins fatigué, vous consommez moins, et au final, en fait, vous êtes gagnant. L'idée, c'est de repenser à chaque fois, de prendre conscience de ce qu'on fait, de le faire en conscience, justement. Et dans ce livre-là, ce qui est fascinant, donc vous écrivez un chapitre chacun, donc c'est le point de vue de chacun, c'est une mosaïque, et vous racontez dans chaque pays traversé ou sur chaque continent des expériences, et sont déjà des récits extrêmement positifs. Il y en a certains qui arrachent des larmes, d'ailleurs. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les initiatives que vous relatez, et il y en a du coup presque une centaine, est-ce qu'aujourd'hui, on trouverait la même densité de Alors justement, c'est ça qui est génial, c'est que ce qu'on a trouvé à l'époque est ridicule par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui. Chez Spark News, un de nos métiers, c'est de sourcer en fait toutes les innovations positives. Alors on va venir à Spark News plus tard, oui. Voilà, mais en fait, c'est incroyable les initiatives géniales qui existent. Et quelque part qu'on aurait adoré trouver à l'époque, mais elles n'existaient pas encore. Il n'y avait pas tout ce mouvement d'entrepreneuriat social, il n'y avait pas encore... la technologie aussi a permis en fait certaines facilités. Je prends juste un exemple d'une des initiatives que j'adore, c'est l'histoire d'un gynécologue allemand spécialiste du cancer du sein, qui se dit, mais en fait c'est terrible, quand je fais des palpations mammaires, je détecte les tumeurs qui font 1,5 cm, donc si elles sont plus petites, j'envoie des femmes chez elles en disant tout va bien, alors qu'en fait elles ont un cancer qui couvre. Et il se creusait la tête, il cherchait, il dit, mais pourtant je suis le plus grand spécialiste, etc. Et un jour il se dit, mais bien sûr, il y a des gens qui ont un sens du toucher plus développé que le mien, ce sont les femmes, les aveugles. Et il a créé un institut de formation pour les femmes aveugles, qui sont capables de détecter des tumeurs 2 fois plus petites. Donc non seulement on sauve entre guillemets les femmes, ou on leur permet d'être traitées avant que ce soit plus compliqué, ça a un impact sur la sécurité sociale. On crée des emplois, on crée un emploi, non pas, bon allez, on est sympa, on va subventionner les emplois parce que les pauvres elles sont handicapées. Non, elles ont un talent qu'on n'a pas, que personne n'a, et elles ont un super pouvoir, et on change aussi le regard sur le handicap. Et voilà. Et quand on a médiatisé ce projet-là, par exemple, du coup, il a été répliqué dans plusieurs pays, dont Colombie et Mexique. Et en fait, partager ces solutions, faire connaître, permet effectivement aux gens de s'en inspirer et de les répliquer partout. Est-ce que c'est à ce moment-là déjà par le livre ou déjà sur place, parce que vous chroniquiez à la radio, que vous aviez compris la force du récit, ou quand vous êtes revenu et que vous avez vu que tout le monde vous attendait, on vous attendait en fait réellement. En tout cas, il y avait une vraie demande, et ce qui est amusant, c'est quand on est rentré, un éditeur nous avait commandé un livre, ce qui paraissait incroyable. En plus, moi, je suis ingénieur agronome, j'étais très mauvais en français. Souvent, je dis aux jeunes, pour les rassurer, ou aux parents, je dis, voilà, j'ai écrit un livre qui a été un best-seller, mais la première fois que j'ai eu 0 en dictée, les parents ont sorti de Champomy, parce que c'est la première fois que j'avais pas moins 15. Donc j'ai toujours été persuadé d'être nul en français. Alors qu'en fait, voilà, donc ça prouve bien que quand on fait les choses avec ses tripes, ça n'a rien à voir avec les compétences scolaires qu'on peut avoir. Et ce qui est important, c'est de faire ce qu'on aime et pas faire... Tu peux être un bon conteur, voilà, un bon raconteur. Voilà, exactement. Et, oui, et en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'on n'avait pas d'argent. Donc quand on a sorti le bouquin pour faire la promo, on a invité tous les gens qui nous avaient suivis, puis on a fait des tracts, etc., pour une soirée de lancement du livre. Et on a eu 3500 personnes qui ont payé 10 €, parce qu'on n'avait pas les moyens de les financer. L'émeute dans la rue. Voilà. Il y a eu effectivement, le régisseur nous a dit, mais vous êtes fous. Et en fait, la rue était bouchée, il y avait la police parce qu'il y avait 2000 personnes qui attendaient dehors. Et voilà. Et en fait, c'est ça qui m'a fait réaliser que... En fait, il y a une attente des gens. Les gens veulent qu'on leur raconte ce qui marche. Mais quand on dit ce qui marche, c'est pas les belles histoires bisounours. On parle des problèmes et des solutions. Et on ne peut pas déprimer les gens en permanence en disant « Regardez, tout ce qui se passe, c'est horrible ». Si on ne leur montre pas des solutions, il n'y en a pas toujours, pour que les gens disent « Ok, d'accord, il y a des problèmes, je suis alerté, mais... il y a des solutions, tiens, je vais m'engager, je vais les répliquer. De toute façon, l'humain vit d'équilibre. Alors, quand on fausse l'équilibre, dans un sens ou comme dans l'autre, c'est jamais... Voilà, on a besoin d'ombre et de lumière. Alors, c'est toi qui écris dans ce livre.
Dans la voiture, donc c'était au retour, dans la voiture, je pense à la vie qui nous attend. Boulot, métro, dodo. Pas possible. Boulot, quel boulot? Un métier qui ait du sens, qui nous passionne. Arriverons-nous à transmettre ce que nous avons reçu à travers les lumières rencontrées? Comment vivre dans l'entreprise? Alors, comment as-tu vécu ton entrée dans l'entreprise? Est-ce que ça a été une douleur? Est-ce que ça a été un bonheur? Je vois que tu as les larmes aux yeux. Non, ça me touche ce que tu dis, parce que je me souviens de vrais moments d'angoisse en fait en rentrant, en me disant mais en fait c'est horrible parce que qu'est-ce que je vais faire? Et à l'époque, les métiers dans l'entrepreneuriat social engagé n'existaient pas. En gros, soit tu bossais pour une ONG, mais ce qu'on voyait souvent c'était des paniers de crabes, c'était pas forcément vie de famille, etc. Et de l'autre, tu allais bosser dans une boîte pour gagner de l'argent. Oui. Et en fait, alors je suis allé, il y avait une des filles, une salariée de Arthur Andersen à l'époque, qui nous avait suivis et qui m'avait dit mais viens bosser chez nous, je te promets, il y a des gens vraiment bien, on a besoin de gens comme toi, etc. Bon, donc elle m'avait convaincu et effectivement, je suis tombé sur des gens formidables, c'est devenu Bearing Point et où j'ai appris stratégie, conduite du changement et c'est là où je me suis dit tiens, je vais mettre à profit ce que j'ai appris, la conduite du changement, aux médias en disant tiens, comment je vais changer les médias. Tu voulais transposer ce que tu avais appris de changement. Voilà. Et Bearing Point, en l'occurrence, je leur ai proposé un projet. Ils m'ont dit écoute, on est prêt à te soutenir, à t'aider. Donc, ils m'ont donné du temps tout en continuant à me payer à temps plein. Et ça m'a permis de créer un premier projet qui consistait à valoriser des reportages ou des articles qui montraient qu'on pouvait parler des problèmes et des solutions en même temps. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai inventé, entre guillemets, ou formalisé les notions de journaliste de solution. Alors, au début, les journalistes, il y en a qui se foutaient de ma gueule, clairement, en disant oui, les bonnes nouvelles. Et je dis, non, je parle des solutions. Parce que les médias ont longtemps été persuadés que le négatif, que les mauvaises nouvelles faisaient mieux vendre, que l'anxiété, en fait, faisait mieux vendre que le positif. On peut toujours faire mieux, très bien vendre avec des catastrophes, etc. Mais justement, moi, je voulais montrer que c'était possible de faire aussi des très bonnes audiences avec des solutions. Et sauf qu'il me fallait la preuve, quoi. Il fallait que je le démontre. Il faut aller fort, il faut aller vite dans ces cas-là. Tu peux pas faire des petites choses. Oui, voilà, exactement. Il fallait, et donc en l'occurrence, on s'est dit on va essayer de faire un truc avec Libération, parce que si on convainc Libé, tous les autres médias vont trouver que c'est très bien. Si je l'avais fait avec, je sais pas, Le Figaro par exemple, c'est très bien, mais Le Monde aurait dit oui, c'est parce que c'est Le Figaro. Bon. Oui. Et donc, on est allé essayer de convaincre Laurent Geoffrin à l'époque de faire la une de Libé sur les solutions. Bon, je me suis fait conduire plusieurs fois. C'est quand même une idée un peu absurde pour les journalistes qui ont toujours appris qu'il fallait porter la plume dans la plaie, etc. Et heureusement, il y a Jean-Claude Guibaud, grand reporter de guerre, donc pas naïf, qui croyait dans cette idée et qui était copain de Geoffrin. Et donc, on a réussi à le convaincre. C'était à la fois pour faire plaisir à Jean-Claude et puis pour se débarrasser de moi, parce qu'il a compris que je ne lâcherais pas. Et on a fait la une de Libé. Il nous a proposé de faire la une de Libé sur les solutions en 26 décembre, ce qui était plutôt assez élégant comme jour après Noël. Jean-Claude me dit, tu sais, le 26 décembre, il a choisi ce jour-là parce que c'est le pire jour de l'année en termes de vente. Il n'y a pas d'annonceur, il n'y a pas de vente en kiosque. Bon, on s'est dit, de toute façon, on n'a pas le choix. Didier Pourquerie, qui était le directeur de la rédaction, lui, a aimé l'idée. Les journalistes ne l'ont pas suivi, en disant, non, nous, on est là pour porter la plume dans la plaie, pas pour repeindre la vie en rose. Donc, on l'a fait avec des freelances, avec des pigistes. Et ce numéro a été, contre toute attente, la meilleure vente de l'année. Même à 26 décembre. Voilà, on avait même trouvé 7 annonceurs, ce qui ne s'est jamais vu. Et effectivement, Didier le rédac chef nous a raconté après, quand les journalistes sont revenus, on dit mais en fait c'était vachement bien, non pas parce que c'était bien vendu, parce que c'était pas forcément un argument pour un journaliste, mais parce qu'ils avaient trouvé les sujets top. Ça les changeait de leur quotidien, en fait. Ouais, et puis surtout, ils disaient que c'était des vrais bons sujets. Nous, on s'attendait à du bisounours, à du greenwashing, des machins. Et en fait, ils nous ont dit, si c'est ça, nous, et si vous le refaites la prochaine fois, on est partant. Par contre, on le fait sérieusement, on le fait nous-mêmes. On ne va pas déléguer ça à des pigistes. Parce que ce sont des sujets très touchants, en fait, très humains. Très humain, mais concret surtout. L'idée, c'est pas de parler de la mère Michu qui a retrouvé son chat. C'est des histoires de solutions concrètes.
je me souviens, il y avait un article sur covoiturage qui est devenu Blablacar. Bon, alors en l'occurrence, je me souviens très bien, à l'époque, on se disait, bon, c'est génial comme idée. Extraordinaire, ouais. Bon, c'est con, ça marchera jamais, parce que il y aura jamais le volume suffisant pour que les gens disent, bah, je suis sûr de trouver des gens, des trajets et tout. Et en fait, si. Et finalement, si. Hein. Voilà, ça a marché. Et là, comment tu passes à la création de l'association Reporters d'Espoir ? Alors, bon, après, ça, c'est une longue histoire, mais effectivement, du coup, j'ai initié cette Reporters d'Espoir. J'ai rassemblé des cofondateurs avec moi. Ça a vraiment été grâce au soutien de Bearing Point qui a cru dans l'idée, qui m'a donné du temps, aussi un peu de moyens, qui m'a connecté, etc., pour trouver des sponsors. Ce qui est assez sympa, d'ailleurs, c'est que, voilà, moi, je les ai connectés avec mes sponsors, dont certains sont devenus des clients. Donc, c'était pas le... D'accord, tu as créé un bon réseau, en fait. Mais ça a été effectivement, vraiment, au final, tout le monde s'y retrouvait. Et voilà, donc je suis très redevable. Donc, et puis, voilà. Et donc d'abord une association, et puis, voilà, après, plus tard... j'ai créé Spark News en partant un peu de la même idée qu'il fallait partager les solutions, mais là, plus largement, c'est un journaliste de Libé qui m'a dit c'est super ce que tu as fait avec Libé, mais maintenant il faut le faire avec le monde entier. Ouais. Et je lui ai dit bah ok, comment on fait? Ah, tu es parti, en fait, le prix Reporter d'Espoir, tu l'as créé en ayant déjà fondé Spark News? Non, c'était avant. Reporter d'Espoir, c'était plusieurs années. Et puis après, je suis parti, j'ai des soucis de gouvernance à l'époque, donc du coup, je suis parti pour faire ce que je voulais faire vraiment, notamment au niveau plus global, donc, international. Proposer des contenus, proposer des manières de surtout, en fait, on simplifie parfois, mais en gros, l'idée, c'était de faire des Panama Papers orientés solutions. D'accord. Avant que les Panama Papers existent, où du coup, on fédère, et on le fait toujours, les médias du monde entier, une cinquantaine de pays. Quand tu dis médias, c'est presse, hein? Alors, presse, mais aussi radio, télé. Ah, aussi radio et télé, d'accord. Et on les fédère ensemble. On dit, voilà, on va faire une opération sur gender equality, sur biodiversité, sur les océans, etc. Et on source des projets, on leur suggère des idées de projets, parce que souvent, les médias, en fait, n'ont pas forcément les mêmes réseaux, les bons réseaux pour trouver, sourcer les meilleures initiatives. Et on mutualise le contenu, ce qui permet effectivement de toucher parfois des centaines de millions de personnes et de faire vivre une expérience aux médias qui dit mais en fait c'est génial, pourquoi on ne le fait pas plus souvent? C'est comme ça que par exemple le Corriere della Sera en Italie, maintenant ils font un supplément tous les mardis qui s'appelle Buone Notizie sur l'économie sociale et solidaire, qu'ils encadrent dans l'édition du mardi et ils vendent 10 000 exemplaires de plus tous les mardis parce qu'il y a 10 000 personnes qui l'achètent. Ouais, donc il y a une vraie appétence. Alors d'un côté, on a, avec les réseaux sociaux qui n'existaient pas quand tu as créé Spark News, on était très balbutiants, très balbutiants, mais peut-être pas aussi anxiogènes que ce qu'ils peuvent être aujourd'hui. Alors d'un autre côté, on a un pic maximal d'anxiété pour tout un chacun en fait. Je crois même qu'il y a des gens qui peuvent plus encaisser, qui se débranchent complètement, qui se dépluguent de l'éco-anxiété. Et d'un autre côté... toi qui essayes d'apporter une nouvelle manière de regarder l'information, plus équilibrée, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est suffisant? Alors, c'est clairement... Alors, ça a changé, c'est-à-dire que, encore une fois, à l'époque, certains se moquaient de nous, maintenant, certains nous payent pour former leurs équipes, ou en tout cas, c'est quelque chose qui est rentré dans ce qui est bien, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut aller plus loin, sans parler de solutions, des initiatives comme Ouest France, qui a décidé par exemple de ne pas publier et de commenter les sondages au moment des élections en disant mais en fait on passe plus de temps à commenter des sondages qu'à parler des vrais sujets. Donc ça c'est je pense des actions des médias qui ont plus d'impact, de remettre le sujet au cœur. Je pense par exemple, ils pourraient, ou ils auraient dû, et on va les encourager à le faire, par exemple, à dire aux candidats, en fait, on va, un peu comme CSA, on va vous obliger à avoir 20 ou 30% des temps d'interview ou de l'espace dans les médias à parler de l'environnement, par exemple. Et je pense que c'est quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre. Et c'est quelque chose que les médias pourraient faire. C'est quand même pas normal que ces sujets-là aient été totalement si peu couverts. Voilà. Ouais. Alors on sait pourquoi, parce que les politiques
comprennent pas ces sujets, ils n'ont pas pris le temps de se former, de s'acculturer. C'est compliqué, ça prend du temps. C'est complexe, c'est hyper complexe, il n'y a pas de solution simple. Nous, on est simple. dédié à ça, on apprend tous les jours. Mais c'est nécessaire, enfin, on ne peut pas dire « Ah oui, mais on n'a pas le temps ». Est-ce que tu faisais partie des signataires de la pétition, justement, pour former le gouvernement Oui, alors en l'occurrence, c'est tout à fait genre on est en train de réfléchir à faire une formation pour les parlementaires. On voit bien avec la Convention citoyenne pour le climat, il y avait quand même 150 personnes d'horizons complètement différents, dont certains qui étaient climato-sceptiques, et qui à la fin étaient tous alignés en disant mais en fait on était dans l'ignorance, et quand on nous explique, en fait c'est une évidence. Et il y a une méconnaissance de ces sujets, et je ne jette pas la pierre parce que ça prend du temps, c'est compliqué. Oui. Mais c'est même quand on voit les débats, quand on voit certains qui disent oui, non, mais il suffit d'augmenter l'hydraulique en France pour compenser, alors qu'en fait on est au maximum de capacités hydrauliques. Enfin, on se dit mais on peut pas sur les confier énergétiques, on a des apprentis sorciers. C'est hallucinant. Et voilà, il y a des outils comme la Fraise du climat, qui est un jeu formidable que tout le monde devrait faire. Nous, on le fait faire aux entreprises, au COMEX. C'est très sympa, ça prend 2 heures. Exactement, alors c'est sympa, c'est un peu angoissant aussi. Et c'est angoissant, un petit peu angoissant, oui. Enfin, une prise de conscience, on va dire. Et alors, il y a quelque chose qu'on fait, par exemple, pour les chefs d'entreprise, où on les prend 2 jours et demi, chacun avec un de leurs enfants, pour les sensibiliser à ces sujets-là, et les faire réfléchir à leur rôle de leader. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans les détails, donner un exemple ? Raconte-nous quand même. Voilà, alors en fait, c'est une idée qui m'a été donnée sans qu'il le sache par Jean-Paul Agon, le patron de L'Oréal. Ex-patron de L'Oréal. Voilà, exactement, qui il y a quelques années m'avait demandé de faire partie de son panel of critical friends. C'était un peu une sorte de comité à mission pour le challenger. Déjà, la démarche est sympa. Exactement, elle était sincère et profonde. Et il m'avait dit quelque chose qui m'avait marqué, il m'a dit c'est mes enfants qui m'ont convaincu de l'urgence, l'importance de ces sujets-là. C'est souvent le cas d'ailleurs. Et je me suis dit, mais bien sûr, c'est l'arme de transformation massive, les enfants. Donc on va exploiter les enfants, on va les utiliser. Et donc du coup, on fait ce séminaire, on l'a fait avec des patrons du CAC 40, avec des patrons de start-up. Ils viennent à combien ? C'est 12 patrons et patronnes avec 12 enfants. Parfois, ils viennent avec 2 enfants. Quel âge tous les enfants ? ensemble, de 10 à 35. D'accord. Souvent, ceux de 10 sont les plus inspirants. Et alors, je prends juste un exemple. Au début, on demande aux enfants de présenter leurs parents sous l'angle d'une qualité qui les touche. Donc déjà, on parle pas on déroule pas son CV, etc. Et il y avait la fille du patron d'une boîte de 27 000 personnes, 18 ans, qui avec beaucoup d'affection et de bienveillance dit moi mon père il a une qualité extraordinaire, c'est qu'il est intéressé par ces sujets, il en parle beaucoup, il a des super idées. Par contre, il y a des idées, ça fait 3 ans qu'il en parle et il n'y a toujours rien, quoi. Et je sais que c'est parce que il a peur que la famille ne le suive pas, parce que c'est une boîte familiale. Et papa, il faut que tu te fasses plus confiance. Voilà. C'est extraordinaire. Et à la fin, il m'a dit, en fait, j'étais en train de passer la seconde sur ces sujets. Oui, mais en fait, là, il faut que je passe la 6e. Et en fait, elle a raison. Et en fait, c'est parce que j'ai peur. J'ai peur de me tromper, j'ai peur. Et il se trouve qu'on a dans le séminaire aussi un réfugié politique qui témoigne. Il m'a dit, son témoignage a été l'illustration du courage qu'il a eu et qu'il faut que moi j'ai, les risques qu'il faut que je prenne, le courage qu'il faut que j'ai pour... Et 2 mois après, il m'a dit, ça y est, moi j'ai compris, mais j'ai besoin que vous m'aidiez à transformer toute ma boîte. Et donc on fait la même chose avec le COMEX, le Top 300, les collaborateurs, les clients, pour les aider à comprendre ces sujets et surtout comprendre ce qu'il faut qu'ils fassent et à trouver les vraies bonnes initiatives plutôt que les fausses bonnes idées. Et souvent, elles sont déjà là. Mais ils n'ont pas conscience que c'est ça qu'il faut amplifier plutôt que de régler des problèmes dont tout le monde parle, mais qui sont les conséquences et pas les causes. Et donc toi, tu as créé Spark News donc en 2012. Spark News, c'est allumer l'étincelle c'est ça. C'est la lumière sans être prétentieux. C'est ça. Et c'est mettre le feu aux poudres, quoi. C'est déclencher, voilà. À la base, c'était donc pour continuer cette activité de créer des contenus, de fédérer autour des idées, des solutions innovantes, d'inspirer. Trouver les bonnes les innovations qui marchent, positives et inspirées. D'accord. Après, tu as rajouté la brique conseil. Oui, parce qu'en fait, on s'est dit, ok, c'est bien d'inspirer, mais maintenant, il faut les aider à se transformer, en fait. D'accord. Et on s'est rendu compte que c'est une question de culture. C'est-à-dire que
De la même façon qu'à l'époque, quand le digital est arrivé, les entreprises ne comprenaient rien à ces sujets-là. Il a fallu expliquer. Pas forcément toujours, hein. Non, mais oui. Oui. Mais c'est normal, quand Oui, quelque chose de nouveau. Donc il fallait expliquer en fait c'est quoi le digital, comment vous allez être impacté, les startups, il faut bosser avec elles, voilà, telle ou telle entreprise, ils ont commencé et ça commence à marcher, oui demain les gens ils achèteront sur internet, machin, etc. Et en fait nous notre métier c'est de faire la même chose mais autour des sujets développement durable, RSE, impact, mais non pas en s'arrêtant à la RSE qui est d'être compliant, enfin de respecter les règles, etc., ce qui est important, bien sûr, mais d'aller plus loin. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas, OK, comment je continue à faire ce que je faisais en ayant moins d'impact négatif, c'est comment je réinvente mon métier en ayant un impact positif. Et ça veut dire, parfois, changer de business model. Donc, vous les accompagnez aussi dans le changement de business model, s'ils le font ? Voilà, alors, en tout cas, dans la réflexion de fond et dans l'illustration avec des exemples. Par exemple, une entreprise qui vend, en l'occurrence des ateliers qu'on a fait avec Nature et Découverte à l'époque, où il dit OK, on vend des produits qui sont ça en bois, c'est mieux qu'en plastique, mais effectivement, est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces produits ? Et il y a quand même un impact négatif. Alors qu'on pourrait vendre plus, par exemple, de micro-aventures, micro-expériences, et de créer une plateforme où les gens, au lieu d'offrir un jouet en bois ou je sais pas quoi, offrent 3 heures avec un ornithologue qui vous emmène dans le bois de Boulogne ou ailleurs, découvrir, voilà. Et pour le même chiffre d'affaires, la même croissance d'entreprise, vous n'avez pas d'impact environnemental, vous faites vivre quelqu'un de sa passion, vous sensibilisez votre famille, vos amis à la biodiversité, vous vivez des moments forts ensemble, plutôt que les enfants soient tous sur les jeux vidéo. J'ai rien contre, mais en tout cas, là, il y a... Voilà. Et en fait, voilà. Et donc, on pourrait se dire, non, mais c'est pas du tout le même métier. Mais on s'en fout. L'idée, c'est quoi ? C'est d'aller toucher le grand public par ricochet ? L'idée, c'est de créer des nouveaux business qui ont un impact positif et de réduire ceux qui, en fait, n'ont pas de raison d'être ou qui peuvent avoir un impact négatif et de réinventer des nouveaux modèles, mais qui sont contributifs. Voilà, c'est un exemple et il y en a plein d'autres. Et surtout, à chaque fois, de dire, OK, travaillons sur la cause et pas les conséquences. Par exemple, il y a un vrai sujet, par exemple pour les assureurs. Les assureurs payent très cher, ça coûte très cher, tous les accidents du travail, l'absentéisme, les risques psychosociaux, etc. Quand on fait des analyses, on se rend compte que la plupart du temps, 80% des cas, c'est parce qu'il y a un management toxique. Donc, si on ne résout pas la cause à l'origine, on continuera à détruire des gens, à payer cher des jours d'arrêt de travail, etc., que ce soit la sécurité sociale, les mutuelles ou autres. Et donc, est-ce que ce ne serait pas le rôle d'un assureur, et c'est des discussions qu'on a eues avec certains, de trouver, de créer, et nous, c'est des choses pour lesquelles on peut les aider, de créer des dispositifs qui accompagnent les entreprises pour régler ces problèmes de dysfonctionnement managérial, des systèmes d'emprise, qui sont en fait assez fréquents. Alors souvent on parle de père narcissique, etc. Mais la question c'est surtout, souvent c'est des emprises un peu globales et comment on règle de façon systémique ces problèmes-là. D'accord. C'est hyper complexe et on n'a pas la solution. Okay. Mais il faut la trouver cette solution. Et ça, c'est un service qu'un assureur peut vendre à des entreprises. Non seulement c'est un business qui a de l'impact, qui change la vie des gens, qui sauve, etc. Et qui en plus va réduire les coûts de ce qu'ils doivent payer. D'accord, donc tu crées des cercles vertueux comme ça. C'est ça en fait l'idée. Voilà. Maintenant, il y a peu d'entreprises qui sont suffisamment mûres pour avoir ces réflexions et elles ne sont pas faciles. Alors c'est pas très le fait que tu dises qu'elles ne sont pas toutes mûres, c'est pas très rassurant parce qu'on est quand même face à une urgence. Oui, mais après c'est vrai que quand on regarde les choses, on pourrait être dire oh là, mais en fait, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de se bouger ? Oui, est-ce que c'est pas des petits moi, j'ai choisi le chemin de me dire ok, je crois dans ce que je fais. Je suis incapable de dire si ça va avoir un impact, changer le monde, mais je crois que ça peut. Et en tout cas, je préfère me dire j'ai tout fait pour faire avancer les choses plutôt que de me dire après c'est con, si j'avais fait quelque chose, peut-être que j'aurais pu changer les choses. Et voilà, donc c'est effectivement... moi, c'est ça qui me motive. Et en l'occurrence, il y a souvent des points de bascule. Il y a des moments où on a l'impression qu'on se bat pour rien. Et puis, il y a des moments où
il y a un ensemble de facteurs qui fait que ça bascule. Quand on voit des exemples comme C'est qui le patron, qui est un exemple qu'on donne souvent. Qui est un superbe exemple. Voilà, C'est qui le patron, ça fait des années, tout le monde dit, mais en fait, c'est triste, les pauvres éleveurs, ils n'arrivent pas à vivre décemment de leur métier. Et puis, les distributeurs disent, bah oui, mais nous, on ne peut pas leur payer le lait plus cher parce que les gens achèteront plus chez nous, Carrefour, Leclerc, etc. Et donc, on ne peut pas augmenter les prix. Et donc, on arrive à un status quo. Un jour, il y a un politique qui dit à Nicolas Chaban, il dit, mais est-ce que tu ne pourrais pas trouver une solution ? Il dit, je ne sais pas, je ne connais pas le problème. Déjà, la première question que je vais me poser, c'est quoi la différence de prix entre une brique de lait ? Personne ne s'était posé la question. Donc en fait, tout le monde parlait du problème depuis des années. Personne ne s'est dit, en fait, il est où le problème ? Et il s'est rendu compte que la différence était entre 6 et 9 centimes. Bon, il s'est dit, a priori, il a fait un sondage, 98% des gens étaient prêts à payer 8 centimes de plus pour... Ok, est-ce que vous êtes prêt à payer 2 centimes de plus pour qu'ils aient 3 semaines de vacances, etc. Bref, il a fait un cahier des charges. Il est allé voir Carrefour en disant, voilà, on a une brique de lait à 99 centimes qui respecte ça. Est-ce que vous êtes prêt ? Il dit, ouais, c'est une super idée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, ils se sont dit, on va faire des tests. Il dit, non, si on fait un test, ça va peut-être pas marcher. Si c'est une vraie bonne idée, on y va à fond, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que ça a marché, parce que s'ils avaient fait un test, il n'y aurait pas eu le buzz médiatique. Et c'est le buzz médiatique qui a fait que le truc est devenu le plus gros succès d'une marque agroalimentaire depuis 30 ans, avec 0 budget marketing, 0 commerciaux. Ils ont même dépassé les ventes de Candia et Lactel ou Président sur certaines références. Ouais. Et ils ont prouvé que ce qui paraissait impossible était possible. Et donc, c'est tous ces modèles-là que nous aussi, on présente, on raconte, pour forger cette conviction qu'on est bloqué plus par des idées reçues et des blocages hérités, des a priori, etc., que par un vrai manque de solutions. Et ce qu'il faut, c'est ouvrir son esprit, avoir du courage, tester, lancer des choses, et toutes ne marcheront pas forcément, mais elles peuvent marcher, c'est ça qui... J'imagine que c'est dans le même état d'esprit que vous avez créé cette fabrique de récits aussi chez Spark News, donc pour faire émerger des nouveaux récits. Et vous jouez un rôle de médiateur, si j'ai bien compris, entre les artistes, entre le monde... récit, c'est pas storytelling ou belle histoire, c'est le récit, ce qu'on appelle aujourd'hui... Le récit de société, ce qu'on appelle voilà, exactement. On appelle récit dominant pour donner un peu une image. Du temps de la ségrégation, le récit dominant était aux États-Unis, les Blancs et les Noirs ne sont pas égaux, et la majorité de la population l'avait accepté comme un récit dominant, même malheureusement les Noirs parfois en étaient persuadés, et donc c'était rentré dans les mœurs, c'était rentré dans certaines lois, etc. Donc c'était un récit dominant et qui a changé. Et maintenant, il y a un nouveau récit dominant, même si malheureusement... C'est quoi ? C'est le PIB ? C'est le bonheur lié au PIB, le récit dominant encore aujourd'hui, tu penses ? Justement, le récit dominant aujourd'hui, c'est en fait le seul moyen que la vie des gens s'améliore, c'est de créer de la croissance. De la croissance, c'est ça. Et ce qui est assez marrant, c'est que les politiques de gauche comme de droite disent tous il faut créer de la croissance. De la croissance. Or, les scientifiques le montrent, la croissance du PIB est corrélée à l'émission de gaz à effet de serre. Et à l'exploitation des ressources de la Terre. Voilà, exactement. En fait, c'est-à-dire que plus vous avez de croissance, plus vous avez d'émissions de gaz à effet de serre. C'est mathématique. Et on peut mettre des éoliennes et machin, etc. Ça ne changera rien, en tout cas dans les 30 ans qui viennent. Donc, donc, il y a une corrélation directe. Donc, ça veut dire qu'il faut réinventer nos modèles, donc revenir à un récit dominant qui est, en fait, il faut arrêter de cette course à la croissance et revenir à des choses plus sobres, à une consommation plus sobre. La plupart de ce qu'on consomme, et moi le premier, je ne dis pas que c'est simple, est inutile. Mais parce qu'on s'est habitué à l'idée que quand on consommait, on a créé du désir pour des objets inutiles. Voilà, et parce qu'en plus on dit, je consomme, mais en fait ça donne des emplois, etc. Mais en fait... et un statut. Voilà, mais on peut créer des emplois d'autres façons. Et surtout... D'ailleurs, on en a cassé des emplois aussi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et typiquement, si je reprends l'exemple, effectivement, plutôt que de vendre des produits, de vendre des micro-expériences, on peut créer des emplois de gens qui vous apprennent à découvrir la nature, qui vous apprennent à bricoler vous-même, et qui, du coup, ont un impact aussi sur le pouvoir d'achat. Un Leroy Merlin, ils font des ateliers. C'est un succès colossal. Bien, et d'ailleurs, moi j'en dis, mais en fait, ils sont pris 4 mois à l'avance, mais en fait, il faudrait en faire beaucoup plus. Pourquoi pas, par exemple,
il pourrait créer un réseau de tous les bricoleurs qui ont un atelier et qui pourraient le mettre à disposition, enfin faire des petits ateliers, les former, leur donner les conditions. On a vu le succès des Fab Labs aussi à l'époque. Voilà, alors maintenant c'est effectivement un peu moins parce que les Fab Labs, c'était pas pour bricoler. Il y a une pénurie d'artisans, donc en fait, voilà, et ça permettrait aux gens de réparer plutôt que d'acheter du neuf. Ça leur coûterait moins cher que de faire des travaux, d'acheter du neuf. Oui. Donc, tout et ça la grande vertueux, satisfaction en fait. de faire de ses mains, c'est une grande satisfaction. Voilà, de faire et ces ateliers, en fait, ils peuvent être payants. On peut rémunérer, Bien sûr. comme quand on loue sur un Airbnb, on peut louer son atelier ou du temps. Donc, il y a des modèles vertueux qui peuvent fonctionner. Ce qu'il faut, c'est les faire à grande échelle et se donner vraiment les moyens. Même une chose, par exemple, on en parle souvent, mais ce n'est pas encore fait. Il y a énormément de produits, par exemple, c'est juste une pièce détachée qui manque. Voilà. Si tous les fabricants mettaient en libre accès les fichiers 3D de leurs pièces détachées, et que ça devienne la norme, c'est-à-dire que le jour où une grande marque, comme je sais pas, Moulinex ou autre, ou le Apple, fait, les autres vont être obligés de le faire. Et c'est pas très compliqué. Derrière, on pourrait légiférer là-dessus d'ailleurs. Mais exactement. Derrière, il peut y avoir un réseau de gens qui ont des imprimantes 3D. Vous les géolocalisez, les gens vont chez leurs voisins chercher la pièce détachée, ils l'auront plus vite. Et en fait, il y a des solutions. Oui, pour créer un monde plus vertueux. Et c'est dans une réalité économique. Je ne parle pas de voilà, on va tous se serrer la ceinture et vivre avec des feuilles de vie. C'est vrai que dans les récits de monde futur qu'on lit depuis les années 50, je parle des Asimov et la suite, beaucoup de science-fiction qui réinventent le futur, donc notre présent. C'est assez robotisé, assez aseptisé, c'est pas une vision très positive du monde. Exactement. Et aujourd'hui, qui fabrique justement notre vision, notre inconscient collectif ? Oui, exactement. Alors, c'est la mission de la Fabrique des récits, où en fait, on acculture les créateurs, les scénaristes, les réalisateurs, les gens qui font des BD, des jeux vidéo de Microsoft, d'Ubisoft ou autres, pour déjà leur permettre de comprendre en fait l'état du monde, ce qui est en train de se faire, les tendances, les solutions, etc., pour qu'ils intègrent tout ça dans leurs œuvres, voire qu'ils créent des œuvres avec une thèse pour nous montrer en fait, innocemment ou consciemment, ce que pourrait être le monde souhaitable de demain. Et parce qu'effectivement, quand on ferme les yeux, on voit pas, on n'a pas de représentation. Non. Alors des films comme le film Demain nous a montré une bribe, et ça a eu un grand succès, mais il n'y en a pas beaucoup des films comme ça. Donc Look Up, Don't Look Up, c'est super parce que c'est une espèce de parodie pour montrer le déni, parce que le problème numéro 1 face à ces sujets, c'est le déni, dont je suis le premier victime. Et ça, c'est une protection de notre cerveau qui Pourquoi tu dis que tu en es victime Parce que si j'avais vraiment conscience de la réalité, j'aurais changé encore plus mon mode de vie, etc. Il y a des choses que je ne ferais pas. Et voilà, je me soigne, mais voilà. Okay. Et donc, voilà, en l'occurrence, déjà, le fait que c'est un succès, c'est un bon signe, etc. Maintenant, ce qu'il faut, c'est... Il montre l'état actuel de notre déni, mais il ne montre pas le monde de demain tel qu'il pourrait être. Oui, d'ailleurs, le futur dans ce film est assez il est d'ailleurs. Il est assez drôle. Je ne vais pas spoiler le film, mais voilà, en fait, quelque part, c'est un peu... il y a des films, par exemple, qui montraient un peu le bonheur de la vie simple dans les années entre deux guerres ou autres, par exemple. Et en fait, on se rendait compte que en fait, on est heureux avec peu de choses. Et qu'est-ce qui nous rend heureux ? C'est pas de posséder énormément de choses. La première gorgée de bière, tu te souviens ? Voilà, exactement. Et puis c'est d'être avec nos amis, d'être assuré, enfin d'avoir des bonnes relations avec nos enfants, de passer du temps de qualité, de pas être stressé. C'est ça qui nous rend heureux. Et ça, en fait, ça s'achète pas. Et c'est en faisant des choix. Par contre, voilà, on peut s'aider à faire ces choses-là. Et il y a des modèles, des marchés pour ça, en fait. Magali Payen, qui est productrice à Impact, que tu dois connaître, j'imagine. Oui, bien sûr, ça a été ma stagiaire. Et
elle m'a fait l'honneur de me dire que c'était moi qui l'avais initié et inspiré. Elle parle du quatrième pouvoir des médias, justement, et de la culture, justement pour refabriquer des récits, pour embarquer des imaginaires qui auront la faculté de modifier les comportements. Mais on n'y est pas non plus encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut fabriquer? Est-ce qu'on manque? Je trouve qu'on manque de rôle modèle pour les jeunes, justement. C'est à la fois des personnalités et à la fois des nouveaux récits, sous quelque forme que ce soit. On ne les voit pas encore émerger. Non, ça fait partie de nos rôles. Après, on n'est malheureusement pas encore tout puissant. Et donc ça prend du temps, ça prend trop de temps. Et à la fois, parfois, voilà, il y a des effets de bascule. Et voilà, souvent, moi, ce que je dis aux équipes, etc., je dis, voilà, il y a urgence. Et il faut toujours se dire, c'est pas parce que ça vient pas maintenant qu'il n'y a pas un moment où ça va basculer. Voilà. Et notre rôle, il est de montrer des exemples, d'inspirer, de montrer ce qui est possible, de donner envie, de convaincre. Tu crois qu'il y a moyen de passer de l'écologie de la frustration, là on n'entend que ça, l'écologie est frustrante, et faire basculer le plus grand nombre, tu restes confiant là-dessus, qu'on peut le faire rapidement? En tout cas, il peut y avoir un effet. En tout cas, par exemple, nous, on a vu depuis 2 ans une bascule, par exemple, sur un sujet qui est l'impact de la finance sur ces sujets-là. C'est-à-dire que depuis 2 ans, les investisseurs ont compris que ce qu'on appelle le scoring ESG, c'est-à-dire environnement, social, gouvernance des entreprises, les entreprises qui étaient mieux notées avaient des performances financières plus importantes. Parfois avec des différences de 25% entre des actions... Sur le long cours. Oui, sur le long cours, mais voilà. Et que c'est un facteur démultiplicateur de valorisation des entreprises. Et là où nous, il y a quelques années, quand on discutait avec des fonds, on leur disait que ce serait bien que vous aidiez vos participations à comprendre ces sujets, à évoluer. Ils trouvaient ça super, mais c'était un peu la dernière roue du carrosse. Aujourd'hui, on est sollicité, ils nous disent, ça y est, on a compris, et il faut qu'on les aide. Même des fonds comme BlackRock créent leur propre boîte de conseil en interne pour conseiller leur participation sur ces sujets. Alors, le ESG, c'est un indicateur, ça ne va pas encore assez loin, parce que ça dit, est-ce que vous faites correctement les choses? Ça ne questionne pas la raison d'être fondamentale du métier. C'est-à-dire que une entreprise qui va faire du soda, qui n'a aucun impact positif, plutôt même négatif, qui n'a aucune raison d'être dans l'absolu. Dans des bouteilles en plastique, tu veux dire? C'est surtout, en fait, ça ne sert à rien. Personne n'a besoin. Enfin, moi, j'adore Coca-Cola. Je fais le choix d'en boire moins par principe, mais ça ne sert à rien, en fait. Coca-Cola ne sert à rien. Et apporter du bonheur, non. Enfin, il y a d'autres façons d'avoir du bonheur dans l'absolu. Mais s'ils le font bien, ils vont avoir la même note ESG qu'une entreprise, par exemple, qui va aider les gens à, par exemple, qui va être impliqué socialement. Non, dont le métier a un impact positif. Une entreprise, par exemple, qui va aider des jeunes à bien réussir leurs études ou à trouver leur voie, a beaucoup plus un vrai impact, alors que l'autre n'en a pas. Et si les deux le font correctement, ils vont avoir la même note ESG. Oui, d'accord. Donc, on ne distingue pas le sens et la raison d'être. Exactement. En tout cas, pas aujourd'hui dans les indicateurs. Ça, c'est la prochaine étape. Voilà. En tout cas, ça évolue vite. Et nous, on a par exemple des missions d'entreprise qui nous disent on a besoin de vous pour nous faire avancer sur ces sujets, parce que nos investisseurs nous disent vous n'êtes pas au niveau, il faut vous mettre au niveau sur ces sujets, être meilleur pour augmenter votre note, votre scoring ESG, etc. Et on a des missions qui viennent de la pression des investisseurs, qui parfois sont très sincères et convaincus, d'autres sont plus opportunistes. Bon, voilà, après, ce qui compte, c'est qu'on fasse avancer les choses, surtout... Ouais. On a regardé, pour boucler un peu avec le début et tes études à AgroParisTech, on a regardé ensemble avant de commencer la remise de diplôme. Tu m'as mis en condition d'émotions fortes, de voir des... On a regardé donc, la remise de diplôme d'AgroParisTech 2022, dans lesquelles, qui est un appel, un vrai appel à se libérer du joug à la fois des études et de l'entreprise. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant qu'ancien? Et puis, déjà, en voyant des jeunes se rebeller comme ça contre
il y a quand même un son de désespoir. Hein. Il y a un désespoir du carcan et espoir de se dire qu'ils peuvent repartir, se libérer justement. Alors, moi, ça m'a beaucoup ému parce que effectivement, le constat qu'ils font est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, même avec des bonnes intentions, et encore une fois, moi aussi le premier sur beaucoup de choses, je ne vais pas assez loin, je ne change pas suffisamment les choses, je ne suis pas suffisamment cohérent. Mais donc le constat, voilà, et j'étais profondément ému de me dire, voilà, ils sont au bon niveau du constat et ça fait du bien. Après, effectivement, ils ont tous choisi des choses très alternatives qui souvent est d'aller élever des chèvres dans le Larzac, ce qui est très bien. Choisir l'apiculture. Voilà, et c'est super. Je pense qu'on a besoin surtout de gens qui aident, alors nous c'est notre métier, mais qui aident à faire changer le récit dominant justement et que de faire rentrer dans l'inconscient collectif que finalement notre bonheur il est dans des choses simples et de plus être esclave de la surconsommation et de retrouver en fait des choses plus simples et donc d'arriver à une forme de sobriété, de consommation plus sobre. Et c'est ça, je pense, dont on a besoin, parce qu'en fait, en partant être apiculteur, c'est super, hein, franchement, mais ça ne va pas changer le comportement des consommateurs. Je veux dire, c'est individualiste, c'est un choix personnel, mais ils auraient pu choisir d'avoir une action plus collective. Alors, je ne vais surtout pas juger, parce que c'est très bien ce qu'ils font. Et je pense que s'ils font ça, c'est parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils pourraient faire d'autres, et que, un peu comme moi à l'époque, quand je suis rentré de mon tour du monde, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et il m'a fallu plusieurs années pour trouver ce que je voulais faire. Et en fait, comme ça n'existait pas, il a fallu que j'invente mon métier. Et c'est comme ça que j'ai inventé mon métier. Et avec Spark News, on invente notre métier, on défriche en permanence. Voilà. Et tout le monde n'est pas... Oui, mais en plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives, même dans le secteur agricole, Cocopelli, Terre de Liens. Enfin, on peut faire des choses, on peut agir en collectif. Mais bien sûr. On peut rentrer dans des filières vertueuses. Voilà. Et d'ailleurs, là, le 1er juin, on a convaincu toutes les rédactions de la presse quotidienne régionale de faire un supplément de 16 pages sur la transition des territoires, où on a identifié les meilleures initiatives des territoires, et donc Ouest France, Sud-Ouest, la Voix du Nord, Dauphiné libéré, etc., publient des articles de tous leurs confrères pour inspirer en fait ce qui se passe en Alsace. L'article des DNA peut inspirer les Bretons qui le liront dans Ouest France, etc. C'est quand même du coup 13 millions de lecteurs. 1er juin, pour ceux qui veulent acheter leur titre préféré de PQR. Et voilà, et il y a plein d'initiatives à répliquer, dont on peut s'inspirer, et dont peut-être des ingénieurs agro pourraient dire, tiens, je vais répliquer. On sait que les petites gouttes d'eau font les grands ruisseaux, au final. Voilà, et encore une fois, quand on voit cet article de covoiturage, on disait c'est génial, mais ça ne marchera jamais, qui finalement apporte une vraie solution. Après, ce n'est pas la solution et il y a des limites à tout, forcément. Mais voilà, c'est effectivement les petits projets qui, si on les booste suffisamment et si on met toute l'intelligence pour qu'ils explosent dans le bon sens du terme, on peut changer le monde. On approche de la fin de cet entretien. Dans L'Espérance autour du monde, tu citais Philippe Maillard, un homme rempli de la sagesse des prisonniers qui le visitent. Il disait « Un homme libre, c'est un homme qui agit selon ses convictions et non selon ses intérêts. Voilà ce dont je rêve, être un homme libre, et j'en suis encore loin. » Est-ce que tu y es parvenu ? Ouais, tu as choisi de m'envoyer des émotions, tu vois, je ne me souvenais pas. En tout cas, chez Spark News, c'est ce qui nous drive, et on a la chance d'avoir, on est 23, on a pas mal de jeunes qui nous amènent collectivement à nous questionner, et on a fait évoluer notre mission. Justement, je me souviens, il y a 4 ans, il y a 3 filles de l'équipe qui nous ont dit, mais à force d'inspirer les gens avec des solutions, c'est bien, mais en fait, on ne change pas le système, on ne change pas les modèles. Voilà. Et donc, c'est là qu'on a entamé une réflexion et qu'on est arrivé en disant, mais oui, en fait, notre mission, ce n'est pas d'inspirer les gens avec des solutions, c'est de faire évoluer, faire émerger des nouveaux récits systémiques pour faire changer le système. Tout ça illustré par des exemples qui montrent que on peut
imaginer et créer un système différent. Voilà, ça n'a pas été simple, parce qu'au début, on s'est dit, merde, on a des activistes qui nous bousillent notre business model. Oui, c'est ça, on a été dépassés par là. Et en fait, elles avaient raison, et voilà, ça nous a pris 1 an de réflexion. D'accord. Donc voilà, maintenant, ces convictions, et je pense que c'est la clé. C'est effectivement, si on agissait tous en fonction de nos convictions, c'est pas simple, parce que si votre conviction, elle vous amène à tout perdre et à licencier une partie de l'équipe, c'est pas évident. Je pars du principe que, voilà, à nous d'être suffisamment tous créatifs pour trouver des solutions, et parfois les solutions sont des opportunités. Enfin, les contraintes deviennent des opportunités, il y a plein d'exemples. Bon, allez, ma dernière question, et c'est la question donut, puisqu'on est chez Donuts and Humans et que nous avons des donuts. Qui sont selon toi les champions du business positif? Quelle est l'entreprise qui te donne envie d'y croire? Ou, plus simplement, celui que tu voudrais voir invité ici sur ce canapé pour parler de son initiative? Il y en a plein. Celui ou celle d'ailleurs, parce que j'aime bien favoriser aussi les entrepreneuses. Ouais. Non, tout à fait. Alors, il y a 2 catégories. Il y a les natifs, voilà, effectivement, c'est qui le patron, l'Amazona, que je crois que tu invites aussi, voilà, qui sont des gens vraiment inspirants, qui montrent qu'il y a d'autres modèles possibles. Et puis, ceux dans les grandes entreprises qui essayent de se transformer. Donc aujourd'hui, aucune très grande entreprise n'a réussi à se transformer, parce que c'est très compliqué. Il y en a qui travaillent, qui essayent. Je pense qu'un des exemples intéressants, parce qu'ils ont commencé il y a longtemps, c'est Interface. Parce qu'Interface, voilà, pour la petite histoire à l'origine, et c'est un exemple qu'on donne souvent, c'est des gens qui faisaient des moquettes et qui disaient, mais en fait c'est terrible, quand il y a une tache ou un trou, c'est les années 60, sur une grande moquette, il faut jeter toute la moquette. Et le fondateur, qui avait des préoccupations écologiques, a réuni ses équipes en disant comment on peut résoudre ce problème pour des questions environnementales. Et c'est comme ça qu'est née l'idée des dalles de moquette. Parce qu'ils avaient des préoccupations environnementales. Mais ils se sont rendus compte que, en fait, c'était vachement plus simple à poser, etc. Et ça a été un carton, un énorme succès commercial. D'ailleurs, après, tout le monde a copié. Et c'est devenu la norme. Et c'est devenu la norme. Alors, non pas pour des questions environnementales, mais parce qu'il y avait plein de choses. Et en l'occurrence, ça a aussi un impact environnemental. Et je trouve que c'est un exemple intéressant qui montre que, parfois, quand on se pose des questions pour des raisons d'impact, on peut trouver des réponses qui deviennent des succès business. Voilà, donc je trouve que c'est un exemple. Et du coup, depuis, en fait, ils sont très, très... Par exemple, toute leur recherche et développement, ils ne font que de la recherche-développement à partir de matières recyclées. D'accord. En fait, on se donne une contrainte qui est celle d'être plus vertueux. Et à partir de là, on voit comment on peut obtenir un nouveau business model. Voilà, exactement. D'accord. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Christian. J'aurais pu rester des heures à te poser des questions. Que tu aies lu le bouquin et toutes les questions que tu me poses. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et en tout cas, bravo. Et je suis impatient d'écouter les autres podcasts. Pour Merci beaucoup. Alors, je vous dis à vendredi prochain. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien louper. Lisez, commentez, partagez. Merci beaucoup à Rodolphe Muller de Big Success et à toute l'équipe de production, Orlan, Marine et William. Merci à Coco au maquillage et à nos partenaires, By Charlot, ADN Paris, Courbet, Panafrica et Doups pour les donuts. À vendredi prochain.